Ok, j'ai pigé. Je sais qui est l'homme de la situation ancienne. Vraiment? Il faut qu'on aille le trouver tout de suite. Ça se fait, suis-moi. Mais moi, je te dis qu'il y a quelques instants, tu n'avais pas les mêmes fringues, arrête de me prendre pour une quiche. Oh mais tu m'emmerdes à la fin avec ça. Mais tu picoles en douce. Le type qu'on va voir s'appelle Slater, Jack Slater. Par contre, tu feras gaffe, il est assez atypique. Atypique? Atypique comment? C'est bien beau d'essayer de me faire passer pour un cinglé quand on n'a aucune preuve et un problème de boisson. Mais c'est pas vrai d'être aussi borné. Et puis tu sais où je vais te le mettre, mon problème de boisson? Je vois qu'il y a de l'ambiance ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter toute ma petite histoire pendant le générique d'intro, comme ça on gagne du temps. Si t'aurais pas une bouteille sur toi, là, je crois que j'aurais besoin d'un petit shot. Donc tu n'es pas l'antagoniste. J'avais dit qu'on allait gagner du temps, donc c'est pas pour répéter un truc que tout le monde a déjà pigé. Ok, mais par contre, il est où l'antagoniste du coup? On pense qu'il a disparu depuis un moment, étant donné que tous les doubles finissent par disparaître, il a sûrement été le premier. Bon, et du coup on fait quoi? Car il s'est mis dans un sale état. Yep. Il est même plus mal. On va lui faire parler d'un film pour le forcer à se rendre compte de la situation. Et pour ça, il nous faut un film avec un twist sur la réalité des événements. Pour lui faire un électrochoc. Ok. Mais tu m'aides à le remettre d'aplomb pour le spoil? Et comment? Mais allez, redresse-toi, bon sang! Bordel, il est lourd alors que c'est moi-même quoi. Oh, et puis il pue l'alcool, super! Arrêtez. Allez, tiens-toi droit sur ton siège là! Putain, mais vous me saoulez là, cassez-vous. Tu dois parler du film, alors ressaisis-toi maintenant. Attends, tu veux dire le film qui défile depuis tout à l'heure là? Quoi? Bah oui, les images du film passent depuis qu'on essaie de le remettre droit. Ah mais non, mais c'est nul. Mais il doit parler du film pendant que ça défile. Bon, tu rembobines, moi, je le fais dessouler. Je crois qu'il a souffert pour faire le spoil là maintenant. On va faire avec, hein, on n'a plus le temps malheureusement. Alors, Jumanji, sorti en 1995, s'ouvre sur une scène de nuit. Non, me fais pas cette voix tout le long par contre, ça va être chiant. Ok. Alors, Jumanji, sorti en 1995, s'ouvre sur une scène de nuit en 1869 où deux garçons veulent enterrer une malle dans les bois et en oublient totalement l'ordre des priorités de survie. N'aie pas peur, c'est qu'une bande de loups. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rien, ça c'est juste un grizzly à quelques dizaines de mètres. On est en plein sur son terrain de chasse et le vent va vers lui. Caleb, il en a après moi! Non, Benjamin, t'as juste glissé dans le trou. Allez, sors de là! Ils finissent par accomplir leur tâche et on se retrouve 100 ans plus tard dans la ville de Brantford au New Hampshire où le jeune Alan fait une course de vélo avec ses meilleurs amis. Prépare-toi à mourir, Paris! Ou alors c'est peut-être juste des potes finalement. C'est ça, Paris! Cours voir papa! On va t'attendre! Des connaissances, allez, c'est des connaissances. Alan se réfugie donc dans la fabrique de chaussures que possède son paternel qui lui d'ailleurs a une politique assez dure envers son fils. Tôt ou tard, il faut affronter son adversaire. Pas. Exceptionnellement, t'es sûr que tu veux pas me raccompagner en voiture, s'il te plaît? Si quelque chose te fait peur, tu dois prendre sur toi et faire face. Maintenant, file mon garçon. D'accord. Alan ressort donc de la fabrique et se fait tabasser et voler son vélo par la pseudo-bande de loupards. C'est la bande à Biff Tannen, mais à 12 ans, quoi. Et c'est alors qu'il est interpellé par un étrange bruit de tambour provenant d'un chantier. Il s'y aventure, croisant au passage une bonne trentaine d'ouvriers qui ne s'inquiètent pas le moins du monde de faire dégager de là un gosse qui n'a rien à y foutre. Oh, pendant la pause déjeuner, on n'est pas responsable de ce qui se passe sur le chantier, hein. La pause, c'est sacré. Alan déterre finalement la malle et en récupère son contenu. Jumanji, une sorte de boîte de jeu. Avant de rentrer chez lui dans cette maison immense qui me fiche un peu plus la trouille à chaque fois que je la vois. Non mais c'est vrai quoi, vous imaginez vivre seulement à 3 dans cette baraque? Le soir, alors que ses parents sont sur le point de partir, Alan se plaint du fait que si les autres le rejettent, c'est à cause de sa condition. Oui, au cas où certains d'entre vous ne l'avaient pas encore remarqué, la famille d'Alan est blindée de pognon. Ce qui fait d'Alan pas riche, un fils de riche. Et oui, je trouve ça très amusant que le nom porté par une famille aisée soit
Parish. D'ailleurs, tant que j'y suis, cette remarque n'est valable qu'en version française pour faire la blague. VF Power. Les bourgeois s'engueulent donc entre eux et les parents d'Alan partent, son père étant très fâché. Sam, Taisez-vous. Sam, Quoi? rien du tout. De toute façon, les bonnes femmes, tu veux leur faire plaisir, on leur donnera la parole et c'est chaque fois pareil. Ah non, rien. Et toi, t'en penses quoi? Rien. Du coup, Alan décide de préparer sa fugue, mais Sarah, une amie à lui, se présente et ils vont ensemble décider d'ouvrir Jumanji. Car elle aussi, elle a entendu les petits tambours qui proviennent de cette étrange boîte. Jumanji est en effet un jeu de société dont la lecture des règles permet à notre jeune fugueur d'oublier instantanément toutes ses rancœurs et de retrouver son âme d'enfant. Tu veux jouer? Désolée, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Oh, pardon, madame est une vraie adulte, elle n'aime pas jouer. Sauf que lorsqu'elle jette les dés avec dédain pour faire une sortie théâtrale, le jeu prend en compte son lancer de dés et le pion avance automatiquement. Ce qui fait qu'elle a joué malgré elle. Ensuite, Alan joue à son tour, se fait aspirer dans le jeu, des chauves-souris énormes mettent Sarah en fuite et on fait un bond de 26 ans dans le futur alors qu'une femme accompagnée de sa nièce et de son neveu Judith et Peter vient acheter cette maison. Et si cette femme seule a la garde de sa nièce et de son neveu, c'est parce que leurs parents sont morts. Décapité. Mais non, je déconne. C'est un accident de voiture. Lorsque les enfants fouillent un peu dans les pièces de la maison, Peter, le cadet, tombe sur une chauve-souris et la famille fait venir un exterminateur qui, d'une part, constatera qu'il ne peut pas y avoir un tel type de chauve-souris ici. C'est une chauve-souris d'Afrique. Dans les années 60, une gamine a dit en avoir vu des dizaines. Mais on n'en a pas des comme ça en Nouvelle-Angleterre. Et d'autre part, prendra, je pense, un malin plaisir à raconter des horreurs à deux pauvres gosses. Je vivrai pas dans une maison où il y a eu un meurtre. Le meurtre du petit Alan Parish. Pour moi, c'est son père qui a fait le coup. Il y a 1001 endroits dans cette maison où il peut avoir caché le corps. Et surtout s'il l'a d'abord découpé en morceaux. Vous reprenez un peu de thé, les enfants? Bon, il a dit qu'il n'y avait pas de chauve-souris, alors arrêtez votre cirque. Sans déconner, quel genre de mec dérangé va être aussi vicelard pour raconter ce genre d'histoire à des gosses avec autant de détails sordides? Y'a leur tante dans la maison. Attends qu'elle soit sortie, ça marchera beaucoup mieux. Ah mais c'est vrai. Il s'avère ceci dit que la maison semble bien être restée inhabitée depuis toutes ces années car on retrouve tout le mobilier que les Parish détenaient dans les années 60. Et nous ne savons pas ce qu'il est depuis advenu d'Alan ou de ses parents. Et très rapidement, les enfants vont à leur tour entendre les fameux tambours. Et justement, on se rend compte à cet instant que les adultes, eux, ne peuvent pas percevoir ces étranges percussions. Tu as entendu? Entendu quoi? Eh, n'empêche, d'où elles viennent les percussions en fait? Tu as entendu? Entendu quoi? Les enfants montent alors pour trouver la source des percussions et arrivent dans le grenier. Judith et Peter ouvrent donc Jumanji. Et là, comme vous vous en doutez, c'est le début des emmerdes, on va pas se mentir. Une seule piqûre et on se gratte, on éternue, on se contracte. Vu la taille des bestioles, moi je dirais une seule piqûre et c'est les urgences plutôt. Et la fête continue, ensuite on a le droit à une bande de singes complètement givrés, un lion énorme et un sauvage habillé en feuilles qui va réussir à enfermer le gros chat dans une chambre. Est-ce que l'un de vous a fait un 8 ou un 5? Lui. Et oui, l'homme de la jungle n'est pas Tarzan mais bien Alan Parish qui est resté enfermé dans Jumanji pendant 26 ans jusqu'à ce qu'un autre joueur le délivre en faisant un 5 avec les dés. Ce qui fait officiellement de ce jeu un énorme enfoiré. Alan décide donc d'aller chercher ses parents et tombe sur un flic sympa mais un peu simplet. C'est quelle année? C'est le dernier modèle. Non, on est en quelle année? Bref, Judith le fait passer pour leur oncle et trouve des réponses cohérentes aux questions du policier. Il est toujours habillé comme ça? Bah oui, il est... végétarien. Ah, mais voilà comment on les repère en fait. Ah, salut. Salut. Sympa cette soirée, hein? Ben oui. Dis-moi, t'es végétarienne, non? Comment t'as su? Une intuition. Notre pauvre flic n'aura pas le temps de s'occuper de plus longtemps car il va se faire voler sa voiture par deux singes et Alan se rend à l'ancienne fabrique de chaussures de son père. Un SDF bien sympathique lui aussi va lui donner des vêtements et lui apprendre que les Parish sont décédés.
Toujours suivi des enfants, Alan ira se recueillir sur la tombe de ses parents, puis ils assistent ensemble à un accident de voiture. La femme qui était au volant a été piquée par un de ces moustiques géants qui sont sortis du jeu et est donc emmenée en ambulance. Vous entendez? Non, quoi? Oh ça va, soyez pas si coincés du cul, hein, c'est la première fois que je fais une blague de prout. Alan et les gosses montent au calme dans une voiture qui n'est pas à eux et se font ensuite harceler par un de ces moustiques géants. C'est rien. Juste une bestiole. Oui, juste une bestiole qui te transperce le bras si elle te pique, c'est rien. Il suffit de rester comme ça, là. Y a aucun risque qu'il arrive jusqu'à nous, d'accord? Bon alors Alan, je vais commencer à rédiger ton diplôme d'expert en apaisement des enfants, parce que avec une telle assurance dans la voix, je suis sûr que ce que tu dis est vrai. Il peut pas nous atteindre, il peut pas traverser la vitre. On ne risque rien. Vitre voiture. Bonjour, je suis Jean-Michel de Vitre Voiture. Sachez qu'un pare-brise, c'est important. Il pourra vous protéger de n'importe quelle menace provenant de l'extérieur. Prenez ce petit moustique par exemple, il ne pourra jamais... Oh bon Dieu de merde! Tirez-vous, on va crever putain! Eh Jean-Mi, attends! Eh, c'est pour la pub, elle est pas bonne là! Il est con ou quoi? Vitre voiture. Nos trois protagonistes finissent par rentrer à la maison, Alan se rafraîchit et s'habille convenablement, et fout lui aussi la trouille aux gosses. Il y a des choses qui rôdent autour de toi, la nuit. Soudain, tu entends un hurlement. Puis tu les entends manger. Et là, tu pries Dieu de ne pas être le dessert. Voilà, là je dis bravo, là on a affaire à un professionnel, les enfants n'ont pas d'adultes à proximité pour les protéger, et ils savent désormais qu'avec Jumanji, une telle situation peut leur arriver. Oui, je dis oui. La peur? Mais tu ne sais même pas ce que c'est que la peur. Je te jure que tu ne tiendras pas 5 minutes sans moi. Non, vraiment monsieur, c'est un grand honneur de vous remettre ce diplôme d'expert en terreur d'enfants. Encore bravo. Les enfants veulent finir la partie pour que les choses rentrent dans l'ordre, mais le souci c'est qu'Alan et une autre personne vont devoir jouer aussi. C'est le tour de qui? De Sarah Whittle. Ils se rendent donc au domicile de Sarah, mais évidemment... J'étais sûr qu'elle n'habiterait plus là. Peut-être qu'elle sait où habite Sarah. Évidemment qu'elle sait où habite Sarah, c'est une voyante. Bien vu. Pas con ce petit, mais faudra quand même lui dire la vérité un jour. Quelle vérité? Que le vrai seul voyant, c'est le docteur Diaby. Le seul et l'unique docteur Diaby. Sauf que, spoiler alerte, la voyante n'est autre que Sarah. Il y a 26 ans, vous avez bien joué à un jeu avec un petit garçon du quartier. Ce petit garçon, c'était moi, Sarah. Ah, bah celle-là, elle l'avait pas vu venir. Ils ramènent Sarah chez eux et après négociation, la force à jouer contre sa volonté. Ils affrontent tous ensemble une plante carnivore géante, puis verrouillent le salon désormais infesté de plantes qui poussent à vue d'œil. Vous n'avez pas envie d'un thé? Je vais faire du thé. Ou du café sinon. Pas de café. C'est au tour d'Alan de jouer et il fait sortir du jeu un chasseur fou furieux, Van Pelt, qui en a personnellement après Alan et cherche à le tuer coûte que coûte. Il va donc devoir fuir très rapidement car Van Pelt tire à vue sans se soucier du reste. Hélas, c'est à côté, mon petit bonhomme. Je vais te montrer comment on vise. Monsieur, s'il vous plaît? Bon, alors piou-piou, la boîte à camembert. D'ailleurs, Van Pelt gaspillera le reste de ses cartouches dans la voiture de notre pauvre bisu de flic. Le prochain défi que devront fuir nos 4 protagonistes est un troupeau d'animaux de la savane lancé à pleine vitesse qui dévaste la bibliothèque et tout le hall principal du rez-de-chaussée en faisant un énorme trou dans le mur de la maison. Retenez bien cette dernière information. Et Alan se fait subtiliser le jeu par un pélican qui passait par là. Ils vont donc poursuivre le voleur, mais Judith prend quand même le temps de répondre au téléphone avant de partir. C'est quand même pratique ça, hein. Le décor il est absolument éclaté de partout, mais le téléphone lui il est resté bien branché et en état de marche. Pendant ce temps-là, Van Pelt va acheter un nouveau fusil dans une armurerie qui respire la légalité. Si on vous interroge, vous ne l'avez pas acheté ici. Vous n'êtes pas un serial killer au moins? Ah bah oui bien sûr, c'est seulement après lui avoir mis le fusil entre les mains que tu lui poses la question. Non mais allô? 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 Y'a personne au bout du fil? Alan perd son deuxième round face au pélican.
Mais heureusement, Peter est là pour sauver les meubles. Et alors qu'ils sont sur le chemin du retour, notre bon vieux flic va arrêter Alan. Et Van Pelt, qui est le meilleur viseur, rate une 8e balle destinée à Alan. Et alors qu'Alan est embarqué par le policier, Peter tente de tricher pour finir la partie, mais le jeu s'en rend compte et va lui offrir la puberté. Tes mains, regarde! Tes mains, Peter! Tout est en train de partir en cacahuète en ville. Les singes volent des motos de flics, Van Pelt vole le jeu à Sarah et aux enfants, le troupeau dévaste les rues, les gens pillent les magasins. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle la période post-Covid de 2022. Quoi? Ben non, je déconne. Enfin, j'espère. Dans un même temps, Alan convainc le flic de le libérer et après l'avoir attaché à sa propre portière, ils apprennent par la CB que Van Pelt, Sarah et les enfants sont dans un grand magasin en ville et Alan prend le volant avec le flic attaché à côté de lui. Très pratique pour conduire. Ça va, t'es à l'aise là? Moi je suis bien, merci. Alors on y va. Alors que Sarah et les enfants tentaient justement de fuir le chasseur, ils tirent dans un étal de pneus, ce qui les fait rouler et donne donc 1 et 2 et 3-0 pour les pneus contre les humains. Mais heureusement, Alan arrive juste à temps pour sauver la situation. Mais vous inquiétez pas, c'est non létal. Et alors qu'il rentre une dernière fois à la maison, Peter a un léger problème qu'Alan va s'empresser de résoudre. Après une longue concertation avec toute l'équipe, nous en avons finalement conclu que l'extrait que nous venons de diffuser était bien trop court et de ce fait absolument non significatif du problème de Peter. Si votre esprit malade est allé imaginer de sombres pensées, nous n'en serons nullement tenus pour responsables. Merci de votre compréhension. L'équipe de la 20th Century Goat. En réalité, Peter étant en train de se transformer en singe, une queue lui a poussé au derrière et le gêne dans son pantalon. Donc Alan déchire l'arrière du jean du petit. Attends, dis-moi, pourquoi t'as pas juste baissé ton froc pour sortir la queue qui te gênait? On commence à s'approcher de la fin du jeu et Sarah lance les dés et déclenche une mousson directement dans la maison. La pluie est tellement intense que le niveau d'eau monte très vite et nos 4 protagonistes sont attaqués par des crocodiles. Ceci est impossible. Quoi? Des crocodiles, ça serait impossible alors qu'on a déjà eu des singes, des lions et tout un tas d'autres créatures qui sont sorties de ce fichu jeu? Non, c'est le fait que le niveau d'eau monte dans la maison qui est impossible. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit de bien retenir le fait que le troupeau avait percé un trou dans le mur de la maison pour sortir. Le trou est sur le côté du couloir, soit ici. Donc même s'il pleut à l'intérieur de la maison, l'eau doit forcément s'évacuer et le niveau ne peut pas monter de plusieurs mètres comme c'est le cas ici. Eh bien moi, je dis que c'est possible. Vois-tu, lorsqu'ils reviennent juste avant dans la maison, on voit que les plantes ont poussé partout, à tel point de faire même des troncs énormes comme ici. Donc il est parfaitement logique qu'elles aient poussé de manière tellement dense qu'ils en aient bouché les trous sur le côté de la maison. D'ailleurs, au moment où ils partent pour poursuivre le pélican, on voit la plante commencer à sortir de sous les gravats à l'endroit précis du trou dans le mur. C'est quoi le projet? T'es un traître, c'est ça? Tu veux saboter l'émission? Non mais faut quand même être honnête. Ah! Désolé. La porte. Le plus redoutable ennemi qui soit sorti du jeu. Ils se sont donc réfugiés au grenier et Alan se fait prendre au piège par le sol qui devient mouvant. Mais personne n'arrive à l'en sortir et Judith réussit à annuler le coup précédent à son tour de jeu. Sauf qu'entre-temps, Sarah s'est aussi coincée en essayant de sortir Alan de là. Merci Judy, merci. C'est ce qui s'appelle réagir vite. Sarah et moi, on aimerait bien sortir du plancher. Dis, tu crois vraiment que t'es en position avantageuse pour me reprocher quelque chose? Exactement. Alors sois sage, sinon je dis à Sarah de te cracher dessus. Quoi? Peter fait ensuite sortir une horde d'araignées dégueulasses du jeu et fonce chercher une hache pour les combattre. Sur le chemin du retour, il croise sa tante qui est finalement rentrée à la maison. Désolé, j'ai pas le temps de t'expliquer. Et c'est une fin de tournage pour Tante Nora. Tiens, voilà ton chèque. La sortie est par là. Merci beaucoup. On l'applaudit. Impeccable. Eh les gars, on peut dire qu'on l'a mise au placard? Judith, elle, se fait piquer par une plante qui lance des épines empoisonnées. Et bon, là, c'était vraiment pas le moment. Les urgences sont déjà pleines à craquer. Bonjour, c'est pour une urgence? Allez vous asseoir là-bas, il y a de l'attente. Vous êtes là pourquoi, vous? Je me suis fait piétiner par un éléphant. Nous arrivons de nouveau autour de Sarah qui provoque un tremblement de terre, ce qui a pour effet de séparer la maison en deux et libérer Alan, qui va tomber dans le salon avec le jeu. Mais il est arrêté par Van Pelt avant de pouvoir jeter les dés. Un méchant haut en couleur, n'est-ce pas? Lâche ça. Alan fait son dernier lancer de dés, arrive au centre du plateau de jeu et prononce son nom. Jumanji. Ce qui annule tous les effets du jeu depuis le début de la partie. Et oui, le début de la partie c'était bien lorsque Sarah et Alan étaient encore enfants. Donc tout est rentré dans l'ordre et tous les événements qui ont lieu durant ces 26 années ne sont pas réels.
y compris Judith et Peter, comme le dit Sarah. Alan! Ils ne sont pas au grenier. On est en 1969. Ils n'existent pas encore. Bon sang, mais elle a raison. Il n'existe pas encore. Mais du coup, toi non plus, tu n'es pas censé encore exister. Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. On n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Fais un effort! Tu vois pas que tout ce qu'il a dit était vrai? Il va disparaître à cause de toi! Non, laisse. C'est pas grave. J'aurais fait un bon aller vers le passé au moins. En tout cas, même en disparaissant, tu lâches pas les jeux de mots, hein? Non, jamais. Je suis la désolation écœurée de Jack. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je suis la désolation écœurée de Jack. Je suis désolé, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non de... Dis-moi ce qui se passe! C'est quoi le dernier film dont tu as parlé avant celui-ci? Bah, Fight Club. On est d'accord. Et avant Fight Club? Eh bien... aucun. C'était le premier. Oh mais c'est vraiment ça. Oh la vache. Quoi? Mais comment ça se fait qu'il se rappelle pas des autres spoils d'avant? Ce n'est pas l'original, c'est le narrateur de Fight Club. Ah. Mais c'est pour ça que ça marchait pas alors. Mais dans ce cas-là, il est où l'original? J'en sais rien. Par contre, tu disparais plus, t'as vu? Il nous fait faire ce qu'il veut. Quoi? Il nous fait faire ce qu'il veut. L'original. C'est lui qui décide de nos existences. C'est pour ça que nous sommes voués à disparaître. L'original nous crée pour que nous parlions du film dont nous sommes tirés, puis éventuellement que nous ayons quelques interactions supplémentaires pour certains d'entre nous, comme toi et moi. Le double Néo par exemple qui m'a expliqué la situation a disparu. Pourquoi? Car sa tâche était accomplie. Donc le personnage a disparu. C'est pareil pour les personnages de McClane, de Beetlejuice ou Rick O'Connell encore. Ils ont rempli leur fonction, donc ils ont disparu. Mais attends, où veux-tu en venir? Où est l'original? L'original est nulle part et partout à la fois. L'original n'est jamais physiquement présent. L'original décide de tout ce qui se produit. L'original me fait dire mon texte actuellement car l'original est le scénariste. Je viens de finir le script de la saison 2. Franchement, j'en suis pas peu fier. Ça claque bien. Non, tu peux pas dire ça. Quoi? Tu peux pas dire que tu as fini d'écrire le script, étant donné que tout ce qu'on se dit là est également scripté. Ça fait partie intégrante de ta vidéo. Toi là, devant ton ordinateur qui écrit ton scénario, ça aussi ça a été scénarisé pour se passer tel que ça se passe actuellement. Tu ne pourras jamais montrer ton original à l'écran, car lui, il écrit les épisodes. Et donc à partir du moment où il se met en scène devant la caméra, il devient toi, ou n'importe quel autre des personnages qu'il a créés. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu de la fainéantise de régler toutes tes intrigues commencées, juste en disant que le scénariste fait faire ce qu'il veut au personnage. Et je me sens un peu vexé que tu me fasses revenir juste pour dire ça, car je ne cautionne pas du tout cette facilité d'écriture. Et pire encore, tu n'es même pas étonné que je sois là, alors que j'avais totalement disparu à la fin de la saison précédente. Oui, mais tu m'as vachement manqué quand même. Non. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long